tous. C'est heureux de vous retrouver pour cette conférence annuelle. Donc, je vais essayer d'apporter quelques éléments de contexte tels que nous les voyons à la Banque de France. Alors, parler du contexte, commencer par dire qu'il est marqué par un bouleversement et une incertitude interne et externe élevée et multidimensionnelle, en particulier politique, géopolitique, macroéconomique, commercial, pour citer quelques dimensions. Et dans ce contexte, les autorités financières ont un rôle important à jouer pour apporter de la stabilité et de la confiance aux acteurs de l'économie française et européenne. La Banque de France a ainsi pour objectif, en cohérence avec ses mandats de stabilité monétaire et financière, outre d'assurer la stabilité des prix, de contribuer à maintenir un accès stable aux services financiers, et en particulier au crédit, et d'encourager innovation, diversification et maîtrise des sources de financement de notre économie. Aussi, donc en introduction à cette conférence annuelle de l'OFEM, et merci encore de m'avoir convié, et comme élément de contexte aux débats qui vont suivre sur les moyens d'améliorer nos circuits de financement, je voudrais revenir sur nos objectifs pour souligner l'impact des actions que nous menons en matière de lutte contre l'inflation. Personne ne sera surpris, j'espère que commence par évoquer ce point. Je voudrais aussi dire quelques mots des actions que nous promouvons pour faire en sorte que notre système financier réponde bien aux nouveaux besoins de financement des entreprises. Alors, la stabilité des prix est notre premier mandat en tant que banque centrale, et l'action de la politique monétaire menée dans le cadre de l'eurosystème a été décisive. En 2023 comme en 2024, celle-ci a contribué directement à réduire l'inflation de 1 à 2% selon les divers modèles que l'on peut utiliser pour mesurer cette contribution. Le processus de désinflation a ainsi été plus rapide et moins coûteux en termes de croissance et d'emploi que dans les années 80. Les anticipations d'inflation sont restées largement ancrées, et les chocs sur les prix des matières premières n'ont pas alimenté de spirale inflationniste durable. Et la tendance à la désinflation en Europe, qui est illustrée sur la planche je viens de projeter, apparaît solide. Le dernier taux d'inflation de 2,3% publié pour le mois de février se rapproche de notre cible d'inflation de 2%. En France, l'inflation est même exceptionnellement bien en dessous de 2%, puisqu'on est à 0,9% en raison d'une forte modération de la croissance des salaires. Et nous n'anticipons pas d'effets notables sur l'inflation. Des mesures tarifaires décidées ou annoncées par la nouvelle administration américaine. Nous attendons l'inflation en France en 2025 en moyenne annuelle à 1,3%, et nous attendons à ce qu'elle continue à se situer en dessous de 2% en 2026 et 2027. Vous avez nos projections en termes d'inflation sur la partie droite du transparent. L'environnement économique et financier est toutefois rendu très incertain par l'imprévisibilité américaine. Si l'incertitude reste élevée autour des mesures qui seront effectivement mises en place et rend complexe une quantification précise, les différentes annonces de l'administration Trump permettent désormais
d'esquisser des impacts quantifiés. Nous estimons ainsi qu'une hausse de 25 points de pourcentage des droits de douane américains sur les importations en provenance de l'Union européenne pourrait diminuer le PIB de la zone euro de 0,3% environ au bout de 1 à 2 ans. Le regain d'incertitude au niveau international et les comportements toujours attentistes face à la situation nationale nous ont donc conduit à réviser la croissance de l'activité en France à la baisse en 2025 et plus marginalement en 2026 par rapport à nos prévisions de décembre dernier. C'est ce que vous voyez nos prévisions de croissance sur la partie gauche du transparent. Notre scénario central, c'est un point que j'aurais insisté, demeure toutefois celui d'une sortie de l'inflation sans récession. L'économie française et les économies européennes sont actuellement au ralenti, mais une reprise pourrait intervenir en 2026 et 2027, alimentée par la consommation, puis l'investissement. Pour la France comme pour la zone euro, notre prévision est une croissance de 1,2% en 2026 et 1,3% en 2027. Vous voyez les prévisions illustrées sur cette planche. Alors, dans cet environnement incertain, quel cours la politique monétaire va-t-elle suivre? Alors, je rappellerai, pour répondre à cette question, les déclarations récentes du gouverneur de la Banque de France, de François Villeroy de Galhau. La dernière était au Frankfurter Allgemeine. Donc, je le cite. Le cycle d'assouplissement n'est ni terminé ni automatique. Comme les droits de douane ne devraient pas avoir d'effet inflationniste significatif dans la zone euro, et bien moins qu'aux États-Unis, je pense qu'il reste de la marge pour poursuivre l'assouplissement. Toutefois, son rythme et son ampleur restent à définir. Aujourd'hui, les marchés s'attendent à un taux d'intérêt de la BCE d'environ 2% cet été. C'est un scénario possible, étant donné que l'été en Europe dure de juin à septembre. J'arrête là la citation et je ne pourrais rien dire de plus que ce qu'a dit le gouverneur en réponse à cette question. J'en viens maintenant au second objectif que nous poursuivons dans le cadre de notre mandat de stabilité financière, qui est de contribuer à maintenir un accès stable aux services financiers, en particulier au crédit, et d'encourager innovation, diversification et maîtrise des sources de financement de notre économie. À cette fin, il nous faut anticiper les besoins d'investissement de nos entreprises pour maintenir un financement adapté. Alors, il y a un certain nombre d'évaluations qui ont été faites. J'en ai projeté sur cette planche certaines pour donner les ordres de grandeur. Globalement, l'Union européenne est confrontée à des besoins d'investissement supplémentaires très importants, qui sont estimés entre 700 et 800 milliards, liés à la transition numérique et écologique, au développement d'une défense européenne et au rattrapage du retard de productivité du secteur productif qui a été très largement documenté, notamment dans les rapports Draghi et l'État. Il appelle la mobilisation de nos ressources collectives et de nos circuits de financement. En outre, le financement des investissements nécessaires
pour réussir ces transformations numériques et énergétiques notamment ne peut pas reposer uniquement sur l'endettement. D'autant qu'il est plus important chez les entreprises françaises que chez leurs concurrentes européennes, même si les conditions d'accès à cet endettement sont plus favorables. Alors on peut mobiliser toute une série d'indicateurs, j'en ai utilisé quelques-uns dans cette planche. On doit également mobiliser des fonds propres et en particulier par le développement du capital risque pour les startups et je vais y revenir dans quelques instants. Pour bien répondre à ces besoins, le projet d'union des marchés de capitaux visait au départ un objectif de stabilisation des marchés, visait à avoir des marchés moins fragmentés et à un partage des risques entre acteurs bancaires et non bancaires qui seraient plus à même d'amortir des chocs dits asymétriques. Or, ce projet a été rebaptisé à juste titre projet d'union pour l'épargne et l'investissement, l'UEI, et ce grand chantier est désormais axé sur l'efficacité de l'allocation des ressources. Mobiliser l'épargne abondante des Européens au service de ces objectifs stratégiques, la transition écologique et numérique, l'innovation, la défense est devenu le principal enjeu et à juste titre de ce grand projet. Il est de ce fait nécessaire de développer le potentiel de financement, d'allocation des ressources et de gestion des risques de nos marchés de capitaux. Vous allez largement parler ce matin en complément du rôle joué par le système bancaire, en particulier vers le financement par fonds propres de projets à risque des entreprises. La Banque de France promeut dans ce contexte plusieurs mesures qui nous apparaissent comme clés et je voudrais en évoquer ce matin deux particulièrement en lien avec le thème de cette conférence, c'est-à-dire la titrisation et le capital risque. Adéquatement réglementée et supervisée, la titrisation offre aux établissements bancaires une solution de refinancement et de gestion des risques. À cette fin, aux côtés des autres autorités françaises, la CPR et la Banque de France ont proposé un ensemble de mesures concrètes de simplification et d'ajustement des exigences prudentielles et opérationnelles qui devront également permettre de mieux cibler les risques associés à ces pratiques. Alors, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces mesures techniques, mais il y a un certain nombre de leviers que l'on peut et que l'on pense utile d'utiliser pour contribuer à relancer le marché de la titrisation en Europe et en France. Par ailleurs, afin de soutenir le financement de la transition écologique en Europe, nous soutenons le développement de la titrisation verte via l'utilisation du label européen EU-JB, garantissant une allocation transparente des fonds vers des projets verts, ainsi que la création d'une plateforme européenne commune de standardisation ciblée prioritairement sur les titrisations vertes. Un second levier qui nous paraît important, c'est le développement du capital risque pour soutenir l'innovation. Son faible développement en Europe est une des causes de notre retard de productivité vis-à-vis des États-Unis. J'ai regroupé un certain nombre d'indicateurs sur ces modalités de financement.
Ce que je voudrais souligner, c'est que le déficit de ce type de financement affecte toutes les étapes du développement des startups, de l'amorçage à la phase de développement avancé, la faible implication des investisseurs institutionnels qui représentent 30% des levées de fonds en Europe. Ils ont représenté 30% sur la période 2013-2023. Élément de comparaison avec les États-Unis. Aux États-Unis, c'est 72% la contribution des investisseurs institutionnels contribue donc notamment à ce retard. Pour dynamiser ce marché, un levier possible serait de renforcer les partenariats publics-privés afin de faciliter une plus grande implication des investisseurs institutionnels privés. Les investisseurs institutionnels pourraient, par exemple, être fédérés à l'échelle européenne en s'inspirant d'initiatives qui ont été prises en France, initiative Tipeee en France ou Win en Allemagne. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction et comme élément de contexte à votre conférence pour résumer mon propos. Je vais simplement souligner que les défis ne manquent pas, ne vont pas manquer pour les mois à venir pour nos entreprises et leur bon financement. Mais ces défis sont aussi des opportunités qui n'appartient qu'à nous, Européens, de saisir pour autant que nous sachions bien nous mobiliser collectivement à cette fin. Et vous l'aurez compris dans le cadre de ces mandats de stabilité monétaire et financière, la Banque de France est pleinement engagée pour y contribuer. Merci pour votre attention et très bonne conférence.